Entre ville et monde, bienvenue à votre balado sur l'urbanisme et la société. Aujourd'hui à l'émission, on discute de greenwashing, c'est-à-dire que quelque chose est vert quand ce ne l'est pas tant que ça, avec notre invité Jacinthe Villeneuve, porte-parole du comité Action citoyenne Projet Notre Vote. Je vous souhaite une bonne émission. Je suis Sébastien, accompagné de David. Bonjour David. Bonjour Sébastien, bon après-midi, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi, ça va un peu moins bien. Je pense qu'en venant ici, tu t'es blessé. Ouais, c'est ça, je gère comme un petit choc douloureux au genou. Voilà, pris un coup d'Advil. Puis, donc avertis-nous là, si tu peux pas faire l'émission. Si le public entend des ambulances, c'est qu'on est venu te chercher. Voilà, c'est ça. Je vais muter mon microphone si j'ai besoin de crier quelque chose comme ça. Mais ça va bien aller. C'est notre deuxième. J'avais full hâte de cette discussion. Ben oui, t'étais prêt. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Ben t'es là parmi nous. Voilà, c'est ça. Malgré tout, je suis là. Puis, c'est le deuxième épisode qu'on enregistre de la librairie Saint-Jean-Baptiste sur la rue Saint-Jean. Oui, un nouveau concept et on voit qu'il y a quelques personnes dans la foule. Oui. Full of fun d'essayer ça, de faire ça devant le monde et éventuellement recevoir des questions du public. Je sais pas si on a mentionné ça, Jacinthe, que peut-être des gens vont te poser des questions. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Ça fera plaisir de leur répondre. Puis, justement, bienvenue parmi nous, Jacinthe. Merci beaucoup. Donc, tu es porte-parole pour... Explique-nous un peu ce que tu fais sur le projet Notre Vote. En fait, moi, j'habite à McMasterville, qui est le terrain que Notre Vote avait acquis, en fait, avec notre argent, avait acquis. C'est à la fois sur le terrain de McMasterville et de Saint-Basile-le-Grand. Alors, moi, quand j'ai su que ce beau grand terrain-là, qui était tout boisé, allait être détruit pour une usine de batterie, je me suis mis à avoir certaines inquiétudes, à me poser des questions. Alors, ça a commencé simplement, je suis allée à l'hôtel de ville, j'ai posé des questions, puis de fil en aiguille, plus j'en apprenais, plus mes inquiétudes progressaient. As-tu des réponses? Ça, c'est... Très peu, très peu, surtout au tout début du projet, tu sais, que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer un comité citoyen qui est le comité Action citoyenne, Projet Notre Vote, qu'on appelle le CAC, comme c'est assez. Nice. Puis c'était surtout le côté environnemental qui, vous, le comité Action citoyenne, vous préoccupe. Oui, le point de départ, ça a vraiment été l'aspect plus environnemental. Tu sais, le terrain de Notre Vote, au fond, est en bordure de la rivière Richelieu, qui est une source d'eau potable pour beaucoup de municipalités autour. On savait que le terrain était contaminé, que l'on avait crainte des ruissellements, mais aussi l'entreprise comme telle. Tu sais, l'industrie de la batterie, c'est relativement nouveau. Alors, on ne savait pas exactement ça allait être quoi les impacts de cette industrie-là, tu sais, près de chez nous. Oui. Puis c'est un boisé, juste pour peut-être expliquer le terrain, sa superficie, c'est quoi la taille, qu'est-ce qui est sur ce terrain en ce moment? C'est un boisé, c'est dans un milieu humide, si je comprends bien. En fait, le terrain de Notre Vote, à la base, là, je ne me souviens pas des années exactes, mais en 1800 quelques, jusqu'en 1999, c'était une compagnie qui s'appelait la CIL, qui fabriquait des explosifs qui étaient sur ce terrain-là. Puis on s'entend que des années 1800, l'aspect environnemental, c'était pas... ça n'avait pas autant d'importance que pour nous aujourd'hui. Tu sais. Les normes étaient inexistantes. Alors, on savait que parfois, il avait pu enfouir des choses toxiques sur ce terrain-là. Mais à partir de 1999, en fait, même un peu avant, l'usine n'était plus vraiment en fonction. Alors, ça avait été laissé à l'abandon. Et là, le terrain était fortement contaminé. Exactement. En fait, en 2015, il y a eu une décontamination partielle qui a été faite. Puis il y a des contaminants qui étaient tellement forts que qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dit, on ne les sortira pas du terrain. On va toutes les prendre et on va toutes les mettre à la même place sur le terrain.
Et ils ont tout cloisonné ça, puis on dit ça, on y touche pas. On laisse la nature faire son œuvre, puis il faut surtout pas les déranger, parce que ça pourrait être dangereux. Mais, Nordvolt est arrivé, et là, subitement, ça, c'est plus important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant 25 ans, ce terrain-là a été laissé à l'abandon. Il y a des arbres qui ont poussé, puis déjà à la base, quand c'est la CIL, il y avait déjà des gros arbres qui étaient sur le terrain parce que ça servait comme de barricade si jamais il y en avait une explosion. Il y avait des grands conifères sur le terrain que quand ils sont mis à couper les arbres, moi ça me faisait beaucoup de peine de voir les gros camions transportant des billots de bois très gros. Il y avait des arbres plus que centenaires sur ce terrain-là. Et il y avait aussi beaucoup de milieux humides. C'était rendu un milieu de vie pour plein d'animaux, puis dont certains qui sont en voie de disparition, comme le petit blongios ou le pioui de l'Est, l'hirondelle de rivage. On avait aussi la tortue molle à épines qui a été observée sur le terrain. Il y avait beau nous dire c'est un terrain contaminé, mais c'était quand même rendu un milieu de vie pour beaucoup de faune, là. Il ne faut pas oublier aussi le chevalet cuivré qui est dans la rivière Richelieu, qui est une voie, c'est un poisson protégé. Ah, t'as fait tes devoirs quand même. Là. Ah, ben, je suis très au courant de mon dossier. Avant d'être militante ou avant d'être intéressée à ce projet-là, est-ce que tu savais qu'il y avait autant d'espèces dans ce milieu-là? Ou... Non. OK. En fait, moi, le terrain, quand j'ai emménagé à McMasterville, je voyais qu'il y avait un grand terrain, vaste, belle végétation, mais avec les clôtures autour, tu sais, que je me suis informée à savoir c'était quoi le terrain, qu'est-ce qui était là, puis... Tu sais, en passant à côté, il y a des gens, je le sais, que pendant la pandémie, ils ont trouvé un petit accès dans la clôture, puis qui allaient se promener avec leurs chiens. C'est devenu un milieu où le monde allait se promener. C'était de la belle nature. On a des photos au fil du temps, j'ai rencontré des gens qui m'ont montré des photos. C'était un très beau terrain, des milieux humides. Puis là, il a été acquis par Nordvolt, subventionné par les fonds québécois, si je comprends bien. Oui. À quelle hauteur? En fait, le terrain a coûté 240 millions. OK. Ça a été entièrement financé par le gouvernement québécois. OK. Alors là, on sait que... C'est-tu dans les prix? Il me semble que ça semble quand même élevé. C'est pour un terrain qui est contaminé aussi, qu'on dira, oui. Puis qui est en partie en zone inondable avec milieu humide. Oui. Mais ça vaut ça, là, ça vaut ce montant-là. En fait, ça, quand on lit... Par exemple, ça appartenait à... M. Poirier, qui est un grand investisseur immobilier, l'avait acheté. Il l'avait fait évaluer quelques années plus tôt. Puis, il n'avait vraiment pas évalué à ce montant-là. Sauf que lui il avait demandé de faire un projet immobilier sur le terrain. Ça, c'est une petite ambiguïté qui est vraiment fâchante, là. C'est qu'il avait demandé de faire un projet immobilier sur le terrain. Pas parce que je suis pour le projet immobilier, mais ça a été refusé par le ministre de l'Environnement parce qu'il considérait que le terrain avait trop de milieux fragiles, que ça avait une grande valeur écologique, le terrain. Alors lui, ça a été refusé. Mais lui, il voyait que le gouvernement le voulait pour l'usine de Nordvolt, qu'il y avait le beau jeu pour le faire gonfler le prix. Ah, ok, intéressant. Donc lui, il a gonflé le prix pour sachant que c'était des seuls sites peut-être on n'a aucune garantie. Bref, mais c'est une autre chose qui, au-delà de l'environnement, les questions environnementales, c'est une question d'argent qui a choqué, je pense, le public d'entendre. Le chiffre qui est sorti, c'est 7 milliards de dollars en subvention pour des gouvernements du Québec et du Canada. Oui. Pour la construction et je pense le fonctionnement aussi de cette industrie. Est-ce que vous avez des détails sur les montants d'argent qui ont été c'est ça, il y a 240 millions qui ont été versés pour l'achat du terrain. Il y a 270 millions qui ont été envoyés en fait en Suède pour financer la maison mère de Nordvolt. Aujourd'hui, on sait que ce montant-là est entièrement perdu parce que Nordvolt a déclaré faillite. Il y avait 2,7 milliards, c'était pour la construction de l'usine. 4,6 milliards, c'était pour la production, une fois que l'usine était en fonction. Pour le montant de construction, désolé de t'interrompre, mais c'est ça. Ça, on ne sait pas s'il y a des sommes qui ont été versées ou non à Nordvolt pour l'instant. Non, exactement. On ne le sait pas. C'est un peu flou. Mais les seules choses qu'on sait exactement actuellement,
c'est que le 240 millions qui a été déboursé et le 270 millions. La construction était commencée, en fait, ils ont tout coupé les arbres. Ils avaient commencé à faire des piliers dans le sol pour asseoir la fondation. Mais là, ils avaient arrêté pendant l'hiver, parce que l'hiver, c'est pas propice à faire une fondation. Et là, ils devaient faire la fondation ce printemps. Ce qu'on sait, c'est que les subventions, ça fonctionnait que chaque fois qu'ils franchissaient une étape, il y a un montant d'argent de plus qui était libéré. Que quand on a vu que l'entreprise, elle n'allait pas très bien sur le plan financier, on a eu la peur que Norvolt décide de dire « Ah, tu sais, je vais faire un mur, comme ça je vais avoir la subvention, tu sais. » Bon, finalement, ils l'ont pas fait, là. Donc, il y a le 270 millions qui a été envoyé à la maison mère en Suède. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne le capitalisme, je présume. On doit envoyer des centaines de millions de dollars aux entreprises privées. C'est une blague un peu. Mais cet argent, c'est perdu, de ce que l'on comprend. Oui. C'est aux créanciers, ça a été envoyé aux créanciers de Norvolt. Il y a 240 millions pour l'achat du terrain. Puis je veux juste savoir, est-ce que ça appartient à Norvolt, ce terrain? Non, le terrain appartient... C'est la seule garantie qu'on avait, finalement. Okay. C'était que, advenant que le projet ne se réalisait pas, le terrain revenait au gouvernement québécois. Qu'actuellement, je ne sais pas, on est combien de Québécois, mais on a toute une petite partie de ce terrain-là. OK. Dans le 7 milliards qui a été entendu, est-ce que Norvolt, en échange, devait être en opération durant un certain nombre de temps, devait créer un certain nombre d'emplois? Pas à ma connaissance. OK. Pas à ma connaissance. Parce qu'on avait fait le calcul, David. Hein? Tu te souviens-tu des chiffres? 67 milliards. Mais avant de mentionner, j'ai vu qu'eux, ils ont annoncé, ça a été comme dans leur marketing du projet, ils ont dit on va créer 2500 bons emplois. C'était comme ça que ça a été présenté. Les retombées. 7 milliards, si on prend juste le chiffre 7 milliards, on divise ça par 2500 travailleurs. On le verse directement. C'est genre 2,8 millions de dollars par travailleur, c'est-à-dire environ 95 000 dollars par année sur 30 ans pour chacun de ces 2500 bons emplois. Donc, c'est comme juste pour imaginer la taille de la subvention. Je pense que ça aide. Ça, c'est en effet, c'est des bons emplois. C'est très payant. Oui. Mais c'est l'argent public. Oui, c'est dur à croire qu'il y a des retombées pour notre société lorsqu'on investit autant pour 2500 emplois. 2,8 millions par emploi. Ouais. Puis c'est ça on pourrait le verser directement. Alors il me semble qu'il y aurait des façons de rentabiliser ça davantage. De mon point de vue, c'est des très grosses subventions pour une entreprise qui vient de l'extérieur. On a des forces au Québec, on a de l'innovation québécoise. Moi, je trouve qu'une partie de ce montant-là qui devrait être investi dans nos forces locales. Il y en a, je pense. Hydro-Québec, par exemple, ils ont beaucoup d'expertise dans justement le développement des batteries, des technologies de capture d'énergie. Tout à fait. C'est ça, moi je trouve que depuis le début que je dis, ils mettent tous leurs œufs dans le même panier. Puis quand on rencontre un conseiller financier, souvent ils nous déconseillent de faire ça. Diversifier, il me semble. Hein? Oui, diversifier ses avoirs, oui. Puis là, au niveau environnemental, c'est ça, c'était un projet qui était urgent. On voulait être le plus rapide possible. Pourquoi? Pour éviter la concurrence, pour rattraper la concurrence. Et puis ça, ils ont donc dit pas d'autorisation environnementale, pas de BAP. Veux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi le BAP et qu'est-ce qui aurait fait le BAP? Oui. En fait, le BAP, c'est une étude du Bureau d'audience environnementale. Non, là, j'ai pas au complet, mais bon, le BAP, public sur l'environnement. Ouais. Exactement. Eux, ils étudient principalement 3 aspects du projet, qui est l'aspect écologique, l'aspect social et l'aspect financier. OK, c'est beaucoup plus large que juste l'environnement. Okay. Exactement, oui. Ils regardent vraiment si c'est un projet qui s'établit dans les règles du développement durable. En gros, c'est ça. Ça existe depuis plusieurs années, puis même que certains pays qui nous trouvent chanceux d'avoir ça. Alors... Puis ils font leur rapport et ils font des recommandations au gouvernement.
Exactement. Que là, ils font vraiment une grosse étude, ils rencontrent les populations qui sont intéressées par le projet, ils prennent le temps, ils exigent à l'entreprise de mettre sur table leur carte, toutes les informations. Ça nous permet vraiment d'avoir la vérité dès le départ, de ne pas avoir à creuser, puis poser plein de questions, puis de ne pas obtenir de réponses. Qu'on aurait eu toute l'information dès le départ. Mais le gouvernement a modifié la réglementation qui fait que Nordvolt a passé par-dessus, en fait, a évité le processus du BAP. C'est commun, ça, il me semble. C'est la plupart des gros projets au Québec doivent suivre un BAP. Oui, tout à fait. Il y a même... C'est vraiment une mesure d'exception pour un projet d'exception. Exactement. En fait, ils ont modifié spécifiquement pour la fabrication de cellules de batterie. Que c'est très, très précis. Ça a passé de 50 000 à 60 000 tonnes. Et Nordvolt prévoyait 56 000 tonnes. Alors, ça s'est fait au mois de juillet 2023. Le projet a été annoncé fin septembre 2023. Que, bon, vous avez beau me dire que ça n'a peut-être pas de lien, moi j'en doute grandement. Mais il y a peut-être un argument, comme si on joue l'avocat du gouvernement, on peut dire, on veut développer une économie verte, on veut développer justement les voitures électriques qui sont, selon le gouvernement, mieux pour l'environnement. Est-ce qu'on peut dire que ça justifie de passer par le BAP, passer par la réglementation environnementale pour un projet qui est vert? Moi, je trouve que non. Parce que beaucoup de monde voit la voiture électrique comme la panacée, ce qui va nous sauver des changements climatiques. Mais c'est pas le cas du tout. C'est un moyen parmi plein d'autres qui peut être utilisé. T'sais? Parce que la voiture électrique, oui, c'est vrai, là, ça ne crée pas d'émissions de CO2, sauf qu'il faut la fabriquer, cette voiture-là. On s'entend que c'est la batterie. Le gros enjeu, c'est la fabrication de batterie. Ça demande de l'extraction minière. Ensuite, ça demande du transport parce que ces ressources-là, ils ne viennent pas toutes d'à côté de chez nous. Ça demande du transport. Ensuite, extraire, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau. Ensuite, il faut traiter ces matières-là. Encore là, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau. C'est un peu ça pourquoi ils voulaient venir au Québec, parce qu'on a de l'énergie qui est considérée verte, là, avec notre hydroélectricité, mais ailleurs, l'électricité... Et à bon marché aussi. Oui, à bon marché. Puis ailleurs, c'est ça, des fois, l'électricité est produite avec des usines de charbon, là, que c'est loin d'être très vert. Mais il faut regarder vraiment toute la chaîne de production de la batterie, qui est très polluante. Puis une fois que la batterie est fabriquée, on la met dans la voiture, on l'utilise pendant une couple d'années, mais là, à un moment, la voiture ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on fait avec cette batterie-là? Oui, exactement. Le recyclage ou le traitement de ces minéraux, le matériel, les métaux qui sont là-dedans est très compliqué. C'est ça. Que là, il faut les entreposer à quelque part, il ne faut pas qu'il y ait de fuite dans l'environnement. Après ça, il faut les recycler, mais les recycler, ça implique de tout défaire la batterie. C'est de jouer avec des matières qui sont dangereuses et tout. Oui, quand on regarde la voiture, on dit OK, wow, c'est positif, mais il faut regarder la chaîne au complet. Oui. Puis un autre petit commentaire là-dessus, je dirais que de plus en plus, les véhicules sont gros. Hein? Les gens, ils veulent des VUS, ils veulent des gros véhicules. Mais plus la batterie est grosse, plus la batterie est grosse. Plus que le véhicule est gros, plus la batterie est grosse. Une grosse batterie, ça prend plus de matériaux, c'est plus lourd, que ça magane plus vite les routes. Il faut regarder tout ça, là. Il faut regarder l'ensemble. Ouais. Nous, on est un peu geek des transports. Oui, Sébastien. Vas-y. On s'assume. Ouais, mais l'autre chose, juste globalement, avec la voiture électrique, c'est que oui, on peut dire que, comme tu mentionnes, Jacinthe, c'est mieux qu'il n'y a pas de pollution, de gaz à effet de serre dans nos villes, etc. Mais on ne règle pas tous les autres problèmes de mobilité liés à la voiture, la congestion routière, le danger, les coûts faramineux
l'entretien des routes, la construction des routes, etc. Et aussi, oui, effectivement, les voitures électriques sont pour le même gabarit de voiture, disons, en tout cas, véhicule familial, équivalent essence électrique. Le véhicule électrique est plus lourd, ce qui fait en sorte que oui, ça abîme les routes, mais ça provoque aussi, ça cause plus de pollution, des microparticules, des pneus et des freins qui sont plus usés par le véhicule. Donc, dans un sens, c'est, oui, on a moins de, je sais pas, de carbone monoxyde dans l'air qu'on respire, mais il y en a plus de caoutchouc et d'asbestos dans les freins. Donc, la question, même s'il y a un gain environnemental, est ouverte, à mon avis. Et voilà, encore, comme tous les autres problèmes avec la voiture, ça reste. Ouais, mais ça reste que c'est comme une politique, une initiative du gouvernement d'électrifier la mobilité. Ben là, c'est ça qu'ils vendent partout, là, de rendre les transports plus verts, mais en même temps, on le sait, ça ne règle pas nécessairement le problème. Non. Il y a même l'ancien ministre Fitzgibbon qui disait oui, c'est beau électrifier, mais il faudrait qu'on réduise le parc automobile de moitié environ. Ou, Ça m'avait surpris de lui qui disait ça. Oui, c'est quand même surprenant, lui qui... parce que c'est ça qu'on... C'est ça l'avenir, au fond, c'est de diminuer, tu sais. Parce que dire, OK, on va électrifier tous les véhicules, comme tu le disais, ben, ça n'arrête pas tous les problèmes, parce que là, les voitures, il va en avoir de plus en plus sur la route. Si tout le monde se met à avoir sa voiture en se disant, « Oh, c'est pas grave, je pollue pas. » Mais non, en fait, tu pollues pareil, mais autrement. Tu pollues pas. Des fois, on dit que la pollution n'est pas directement au véhicule, et pas directement au tuyau d'échappement. Oui, ben, tout à fait. Donc la pollution est ailleurs, puis on le voit aussi dans les pays qui utilisent par exemple le charbon pour produire l'électricité. Bien, l'usine de charbon, il faut qu'elle produise beaucoup plus, puis elle est très, très, très polluante. Mais la voiture électrique, elle, quand elle se déplace, elle n'émet pas de CO2 à cet endroit-là. Exactement. C'est mieux pour les villes, peut-être, mais globalement, c'est pas une solution. Non, c'est ça. Il faut regarder du côté du transport en commun, il faut regarder covoiturage. Puis, le BAP du disait, il devrait avoir d'autres pouvoirs. Est-ce que c'est... Bien, moi, en fait, c'est parce que le BAP a juste un pouvoir de recommandation. Oui. Alors, eux, ils font des longues études, ils prennent le temps de parler avec les gens, ils font une très belle démarche. Mais après ça, eux, ils ont le droit de dire, bon, nous, on vous recommande ça. Mais après ça, le gouvernement a le droit de prendre les décisions qu'il veut. Moi, personnellement, je trouve que tant qu'à donner l'occasion de faire toute cette étude-là, il faudrait peut-être, tu sais, que ça ait un pouvoir un peu décisionnel ou que, tu sais, que ça ait un impact. Faut juste... là, il y a un autre dossier actuellement qui est très, très chaud, c'est le dossier de Stablex à Blainville. Oui. Il y a des déchets américains qui s'en viennent ici et qui vont être enfouis à Stablex. C'est un agrandissement. Mais le BAP avait dit que c'était pas une bonne idée. Mais le gouvernement, lui, a décidé que non, malgré tout, il allait de l'avant. Je trouve que le BAP devrait avoir un peu plus de pouvoir. Oui, exact. Puis est-ce que c'est une question aussi du ministère? C'est le ministère de l'Environnement qui gère, qui est responsable du BAP. Est-ce que c'est comme ça? Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Puis je suis curieux aussi de savoir, toi tu viens de McMasterville. Exactement. Comment est-ce que c'est vu, ce type de projet? D'un côté, on peut imaginer 2500 bons emplois. Mais on ne sait pas si tout cet argent, si ça va vraiment être 90-95 000 par année, mais quand même des bons emplois. Comment est-ce que le monde à McMasterville voit ce type de projet? En fait, au tout début, c'était vu positivement, je vous dirais, par la majorité de mes concitoyens. T'sais. Parce que le message qui est envoyé par le gouvernement, c'est un projet vert qui va amener de l'emploi, c'est super positif pour notre économie, que je dirais qu'au départ, beaucoup de monde était quand même pour le projet. Mais plus on apprenait des choses via les médias, nous, on transmettait aussi de l'information, on a une page sur les réseaux publics, les réseaux sociaux, où on transmettait aussi de l'information. Plus les gens sont devenus de plus en plus craintifs.
Ils sont mis à poser des questions. Puis je vous dirais du côté de McMasterville, quand les camions sont mis à circuler, c'était intense. Là, on avait des camions, des centaines et des centaines par jour. Là. Autour de 500, 700 camions par jour qui passaient. Là, les gens ont dit, OK, ouais, là, c'est gros. Là. Ils se sont rendus compte de l'ampleur, de la grosseur du projet. Ils sont mis à se questionner. C'est un gros bâtiment. Au début, oui, les gens étaient... beaucoup de monde était content, mais plus le temps avançait, plus les gens devenaient craintifs. Là, où en est le projet avec, on a entendu que la compagnie a fait faillite. Est-ce que ça veut dire que là, le projet est terminé, il n'y aura plus rien sur ce terrain-là? En fait, le terrain a été fortement déboisé. Là, ils ont coupé énormément d'arbres. Il y avait un chemin, parce que le terrain est quand même assez cloisonné. Il est comme coincé entre la route du Richelieu, le Richelieu, la route 116, la ville de McMasterville, puis après ça, c'est Saint-Basile, mais là, c'est plus des petits moments résidentiels, ils sont plus loin, eux, ils sont un petit peu plus loin. Que l'accès au terrain, ça se faisait uniquement par la route qui longe le Richelieu, qu'un des enjeux, c'était l'accès. Qu'ils ont commencé à faire la route qui donne accès au terrain. Puis ça, malgré la faillite, la construction de la route, qu'eux, ils disent temporaire, là, je ne sais pas si ça va être permanente finalement, mais bon, la route temporaire continue de se bâtir. Mais sur le terrain, avec l'annonce de la faillite de Northvolt, je vous dirais qu'il y a très peu d'activité sur le terrain. La majorité des roulottes de chantier n'est plus là, la machinerie a été enlevée. Qu'est-ce qui va arriver avec le terrain, je ne le sais pas, c'est entre les mains des créanciers de Northvolt. Mm-hmm. Mais Northvolt, de souvenirs, ce qu'on voit dans les médias, eux, ils disent qu'ils... Je sais aucune idée comment ça fonctionne, ces entreprises, ils ont comme différentes... comme une entreprise qui est basée en Europe, qui est indépendante de peut-être l'entreprise qui est en Amérique du Nord. Je ne sais pas exactement, mais ils disent que ça va poursuivre le projet, le Northvolt 6. En fait, ils ont essayé de faire en sorte que Northvolt Amérique du Nord se dissocie de la maison mère. Mais je crois qu'ils n'ont pas tout à fait réussi parce qu'actuellement, l'information que nous, on a, c'est que le projet au Québec est entre les mains des créanciers, ben pas des créanciers, là, mais de ceux qui gèrent la faillite là, de Northvolt. Là.